de dirigeants, seconde partie. Merci d'être avec nous, avec notre invité Aurélie Gleclinch. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de Fab Lab en kit, qui est aussi bien à destination des agglomérations, des incubateurs, que des entreprises qui veulent innover à vos côtés. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qu'un Fab Lab? Oui, je pense que c'est un bon début. Si je repars de l'origine, on est dans les années 90 au MIT. Il y a un gars qui s'appelle Neil Gershenfield qui décide de faire un cours où les étudiants vont pouvoir pratiquer, faire des choses, parce qu'il dit que c'est une meilleure façon d'apprendre. Ce cours, il s'appelle How to Make Almost Anything. Et il ouvre un atelier en disant, les étudiants, vous pouvez y aller, vous pouvez utiliser les machines librement, et comme ça, vous apprendrez. Son cours explose, l'année d'après il est plein, il en fait plusieurs sessions par an. Et puis au début des années 2000, ça s'importe en France dans le concept de se dire on va expérimenter, apprendre par le faire, et on va se tromper. Et c'est comme ça qu'on innove. C'est le tinkering en anglais. France des années 2000, vous avez une bande d'illuminés qui se disent on va ouvrir des espèces d'ateliers numériques collaboratifs. Donc l'idée c'est on prend des machines numériques, imprimantes 3D, découpe laser, fraiseuse à commande numérique. Ça c'est pour les principaux ouais, c'est les outils. grosses machines. C'est pas tant une question de machine, c'est une question de lieu ouvert où les gens vont se rencontrer, fabriquer ensemble. Et puis il y a une espèce d'émulsion qui se crée. Aujourd'hui c'est quasiment 340 lieux en France. Et puis ça commence à monter, ça monte même beaucoup. Vous avez le gouvernement français qui commence à se dire mais c'est génial, il faut qu'on finance ce genre de lieu. Et donc on a par exemple les Hauts-de-France qui financent ce genre de lieu à hauteur de 95 000 € pour chaque personne qui voudrait ouvrir. Alors en fonction des noms, ça s'appelle Fab Lab, tiers-lieu numérique, tiers-lieu. Et puis le gouvernement qui nous a annoncé en juin, un truc génial où le gouvernement dit mais c'est un outil pour l'innovation, c'est le futur du travail. Et donc on fournit 100 millions d'euros pour ouvrir 300 tiers-lieux numériques en France. Aujourd'hui c'est une vraie expansion. Sur la carte de France c'est monstrueux, ça prend de plus en plus d'ampleur et donc on vient se positionner pour aider les gens à ouvrir ce type d'espace. Alors comment le vôtre il se distingue des autres? Alors, il se distingue des autres parce que si vous voulez ouvrir un tiers-lieu numérique aujourd'hui, vous regardez, alors vous êtes maire, vous êtes directeur de l'innovation, vous dites c'est génial, je vais sauter là-dedans, mais je mets quoi dedans? Si vous faites un peu de recherche sur internet, vous tombez sur ces trois machines-là en gros. Vous dites j'achète une imprimante 3D, une découpe laser et peut-être une fraiseuse à commande numérique, quelques PC. Une imprimante 3D à ce jour, si vous voulez, c'est entre 300 et 60 000 €. Une découpe laser, si vous allez sur eBay, vous allez tomber sur une machine 40 watts à 400 €. Et si vous demandez à Trotec, c'est 40 000 €. Vous êtes adjoint au maire à l'innovation, vous êtes maire, vous êtes directeur d'une ruche d'entreprise. Ouais, quel intérêt. Je prends laquelle quoi. Et donc nous on en a installé une paire, des Fab Labs, on en a installé pour des entreprises, pour des collectivités locales, pour des ruches, pour des incubateurs. Et on a sélectionné les machines qui nous paraissent les plus appropriées. Donc en fait on vient les assister dans cette notion qui est entre guillemets technique sur comment je fais pour l'ouvrir. En gros les freins c'est qu'est-ce que j'achète comme machine, il me faut un lieu. Il me faut une culture de départ, parce que c'est comme une culture de l'open innovation, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis il y a toute la partie maintenance et consommable, qui est aussi une partie qui est stressante, entre guillemets. Quand j'ouvre un lieu, je suis dans un siège social, je suis dans une ruche d'entreprise, je vais ouvrir un atelier. Pas bien quoi. Et donc on vient aussi les accompagner sur cette partie maintenance, dire vous inquiétez pas, on vous fournit les machines, on les a sélectionnées, c'est celles qui correspondent à votre public. On a en gros 3 kits clés en main, c'est-à-dire vous passez une commande, 2 mois après vous avez un Fab Lab qui est installé chez vous, on vous rend la clé, c'est bon, ça démarre, vous avez du contenu pédagogique, vous avez un gars qui s'occupe de la maintenance, vous avez les pièces de rechange, vous avez les matières premières, et tout ça pour que ce soit une expérience qui soit agréable et fluide. D'accord. Comment est-ce que vous sélectionnez, parce que vous dites que vous choisissez les machines qui vous semblent les plus adaptées, comment est-ce que c'est en fonction du danger, de la facilité d'utilisation? Alors, nous on sert aussi bien les mairies que les entreprises. Si vous demandez à une entreprise, vous allez, parce que quelqu'un de bien, vous faites un sondage, vous créez une première communauté dans l'entreprise, et vous demandez aux gens, la fraiseuse à commande numérique, qu'est-ce qu'il vous faut? La réponse que vous allez avoir, c'est alors il nous faudrait une fraiseuse 5 axes avec une broche de 11 kW et un refroidissement par eau. Ça c'est la réponse de votre équipe d'ingénieurs. D'accord. Non. Oui. Alors mauvaise réponse. La réponse c'est qu'il vous faut une machine avec un bouton. Parce que ouais, une fraiseuse accessible au plus grand nombre. Le but c'est d'avoir des machines en accès libre. Du coup, si vous les laissez sur des machines haut de gamme, type professionnel, comme ce que vos équipes vont vous suggérer, juste vous avez 3 bonhommes qui vont être capables de s'en servir. Ouais, et c'est absolument pas le but d'un lieu. Pour une entreprise, ouvrir un tiers-lieu, un Fab Lab, il y a plusieurs objectifs là-dedans. Et si ça vous voit, je vais vous raconter une petite histoire d'un gars que j'ai rencontré. Donc c'est Clotilde bosse dans une multinationale dont je tairai le nom.
multinationale très axée sur l'entrepreneuriat, c'est hyper chouette. On a dit, si vous avez compris la direction de l'entreprise, allez-y, vous pouvez innover, faire des choses qui correspondent. Super, elle trouve un moyen pour augmenter, en l'occurrence, un outil de production, question d'ergonomie. On parle à son chef, si j'ai trouvé une idée, c'est pas compliqué, ça je me lance, je vais dire ah super, bon bah attends, bouge pas, il prépare un PowerPoint pour le présenter à son chef à lui. Son chef il dit bon reviens quand même avec un business plan, un truc crédible, donc il revient, il fait un business plan, il revient, il présente à son chef, c'est cool, on y va, je te fais une enveloppe, on fait un code projet, on démarre. Clotilde elle fait son premier proto, donc ça prend déjà 2 mois si vous voulez, elle fait son premier proto, puis au bout de 2 mois en fait, ce qui va se passer c'est qu'elle va se dire comme 9 startups sur 10 se plantent, 9 projets d'innovation se plantent. Sauf qu'elle prend son proto, elle fait ah non, en fait ça marche pas, c'était une mauvaise idée. La boîte s'arrêtera pas. La boîte s'arrêtera pas parce qu'il y a déjà un code projet, puis son chef va pas aller voir son chef et en disant tu te souviens le truc que je t'avais expliqué avec le business, ouais, en fait c'est pas une bonne idée. Et du coup la boîte va continuer dans un projet d'innovation qui est juste pas le bon. Si vous voulez faire de l'open innovation chez vous, si vous voulez dans une entreprise, bah juste vous mettez un Fab Lab, c'est un télé collaboratif, les gens y viennent, ils prennent 2 heures, les machines ne sont pas compliquées, on leur apprend à s'en servir, ils font leur proto, ils se débrouillent, ils font leurs tests et ça leur permet à eux d'avoir une réponse tout de suite. Vous avez Ford qui a fait ça à Détroit, donc fabricant de voitures, c'est Ford quoi, qui a dit on va faire de l'open innovation. Déjà un décalage bizarre de gars qui dit je fais de l'open innovation, c'est-à-dire qu'il a investi dans un Fab Lab public en disant je vais envoyer mes ingénieurs là-bas et oui, ce qu'ils feront sera du coup un peu visible de la part de tout le monde. Et ils se sont rendus compte, alors en fonction de qui donne les chiffres, qu'il y a 30% de hausse de dépôt de brevets sur les ingénieurs qui avaient un abonnement au Fab Lab. Et vous avez alors le directeur d'innovation de Ford Détroit, ça doit être mon meilleur chargé de com, qui dit nous depuis qu'on a fait ça, on a des projets d'innovation qu'on n'avait pas avant. Parce que quand un gars vient en réunion avec un proto, c'est juste plus difficile à tuer comme idée quand il vient avec un pauvre brouillon et qu'il dit ah j'ai une idée c'est génial et en fait on lui flingue son truc. Là il vient avec un proto, c'est juste on y va quoi. Donc les sites que vous privilégiez c'est essentiellement les agglomérations, les mairies et également les entreprises. On a les deux, c'est-à-dire qu'on a dans nos 3 kits, on a un kit pour les mairies, communautés de communes, qui va être un peu simplifié. On a un kit mobile, c'est-à-dire qui tient dans un coffre de kangou parce que c'est typiquement le besoin d'une mairie. On a un kit découverte qui est un peu plus conséquent pour tout ce qui est ruche, incubateur, et un kit entreprise. Pour les mairies, en fait, l'intérêt il est un peu différent. Je vais vous reparler de quelqu'un d'autre, je vais vous parler de Clotilde, Clotilde, que j'ai vu sur un feu d'artifice, et en l'occurrence son mari est électricien. Et elle fait des trucs pour les naissances, des colliers de perles, des trucs brodés avec les noms des enfants. Et elle dit, moi pour faire mes perles, il a fallu que je les achète par 500 par lettre en Allemagne, donc j'ai eu un investissement qui pour elle était monstrueux. Et en fait, pour démarrer une activité qui est parallèle à la sienne en fait. Alors elle était entre guillemets au chômage, c'est-à-dire qu'elle était, son conjoint travaillait et ce qu'elle faisait c'était un peu un complément d'activité conjugale. Cette nana-là, vous lui mettez un Fab Lab, juste elle fait pas d'investissement, elle y va, elle achète des perles à Ziman, elle vient, elle les grave, elle y a accès tout de suite, elle a appris à s'en servir en une demi-heure, elle a monté son auto-entreprise. Aujourd'hui, les auto-entreprises, c'est 80 000 créations d'entreprises par an, avec un chiffre d'affaires moyen de 12 800 € par an. C'est suffisant pour beaucoup de gens pour, par exemple, un complément d'activité conjugale. Et cette nana-là, si vous lui ouvrez un lieu comme ça, non seulement vous allez booster son activité, lui permettre de commencer tout de suite sans investissement de sa part, en plus vous allez créer un lieu de rencontre où elle va, alors que ça fait des années qu'elle est chez elle, elle va rencontrer d'autres personnes, et puis dans votre commune, vous faites un chômeur de moins accessoirement. Fab Lab qui peut aussi trouver sa place dans les écoles. Oui. Expliquez-nous. Alors, ça peut être en l'occurrence, vous avez le MIT qui avait commencé, mais vous avez la plupart des facs aujourd'hui qui sont équipés par eux-mêmes parce que vous avez des groupements d'étudiants qui ont dit mais c'est génial, il nous faut un truc comme ça parce que ça nous permet d'apprendre, d'aller plus vite. Et c'est vrai, moi je vois des jeunes dans les entretiens d'embauche, des jeunes qui ont accédé à un Fab Lab, qui ont fait de la robotique mais qui ont fabriqué un objet. C'est pas du tout la même qualité que des jeunes qui ont juste suivi les cours théoriques. Donc vous avez les universités qui s'y sont mis. Ensuite vous avez le gouvernement qui il y a 2-3 ans a dit on va faire ça dans tous les lycées de France, c'est les EIP. Et puis ça commence à redescendre gentiment. En fait, apprendre par le faire, c'est juste la meilleure manière. Là, nous, on a des déroulés pédagogiques qu'on fournit, parce qu'on a une notion de service. Vous prenez un abonnement annuel, vous avez des déroulés pédagogiques, vous avez la maintenance de vos machines qui est assurée à J+2. Si vous avez une panne, vous nous la renvoyez, on la répare. Pendant ce temps-là, on vous en renvoie une de chez nous, et comme ça, vous avez toujours quelque chose d'actif. Et dans nos déroulés pédagogiques, on a un prof qui nous dit, moi, pour la géométrie, dans l'espace, quelque chose de compliqué à appréhender en école primaire, et il dit j'ai des emboîtements, donc en fait il fait de la découpe dans du carton avec une découpe laser, et il se retrouve avec des enfants qui font des emboîtements et qui essayent de faire le tétraèdre. Et en fait juste si vous leur donnez des bouts de carton et qu'ils le font, ils comprennent, et ils comprennent dans une demi-journée, là où il lui aurait fallu une semaine. Quel marché, pour conclure, quel marché pour les Fab Labs en France et en Europe ? Alors,
c'est, en tout cas j'espère, ceux qu'on a ciblés et ceux que je vous ai cités, c'est-à-dire que c'est agglomération, communauté de communes, incubateur riches d'entreprises et entreprises qui ont envie de s'ouvrir à l'open innovation. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, on va faire un point sur la bourse.